Vous suivez le magazine économique, le grand rendez-vous économique, c'est la 3e édition de cette année, donc c'est la 3e émission. On a toujours notre invité, c'est Pierre-Marie Boisson. Le 1er janvier, c'était bien le ministre de l'Économie et des Finances, le grand argentier de la Nation, M. Joseph Jout. Et nous avons également le gouverneur de la Banque centrale, le rendez-vous traditionnel, l'espace Leslie de la Tour. Et nous avons avec nous aujourd'hui Pierre-Marie Boisson qui répond chaque année à notre invitation. M. Boisson, encore une fois, bonjour Kester, c'est encore vraiment un plaisir pour moi d'être à ton micro et de souhaiter à tous et à Métropole qui fête son 50e anniversaire. Vraiment 50 autres années de succès. Et vraiment une très bonne année 2020, j'espère qu'elle sera meilleure que 2019 et je souhaite vraiment que nous retrouvions la sérénité qui doit nous caractériser. Tout à fait. Comme on le sait, chaque année, avant d'entrer dans l'économie haïtienne, on fait un petit tour à travers le monde. Cette année, je pense que la Chine et les États-Unis, c'était bien sûr l'histoire économique mondiale. M. Trump, avec les mesures prises contre la Chine, ça a provoqué un ralentissement de l'économie tant du côté des États-Unis que du côté de la Chine. Commençons avec ça. Allons faire d'abord une perspective au-delà de la Chine pour dire un certain nombre de choses. Premièrement, c'est une année où on a observé, on avait déjà observé une tendance au ralentissement l'année dernière. Mais le ralentissement a été franc cette année. C'est-à-dire qu'on est passé d'une croissance de 3,5 à peu près à une croissance de 3%. Donc vraiment un net ralentissement et avec, quand on regarde les causes de ce ralentissement, évidemment, les pressions commerciales et les désordres que ceci a causé sur le commerce. Le commerce mondial a connu un ralentissement brutal, passant de 3,2% de croissance l'année dernière. Les échanges sont passés à 1% cette année. Et quand on regarde au niveau des pays sous-développés, c'est encore plus fort, c'est de 5 à 1. Donc le commerce a nettement ralenti. Quand le commerce ralentit, naturellement, ça ralentit aussi la demande, ça ralentit la production qui répond à la demande. Donc c'est une économie qui a ralenti. Mais je dirais qu'au-delà de ce survol, moi je m'attendais à ce que d'ailleurs on rentre en récession en réalité mondialement, enfin surtout aux États-Unis, dès le mois de juin dernier. Ce n'est pas arrivé, donc on a dépassé le record d'expansion aux États-Unis. Mais pour moi, quand on regarde les tendances sous-jacentes, et je vais parler justement de la Chine, et c'est un monde qui, au-delà du petit ralentissement et qui pourrait se traduire par une légère croissance ou un ralentissement à nouveau cette année, et c'est un monde qui m'inquiète. Le monde est inquiétant et les problèmes entre la Chine et les États-Unis rappellent drôlement ce qui s'est passé 100 ans en arrière. C'est-à-dire que Graham Allison, qui est ancien doyen de Kennedy School, qui est un analyste très connu en matière de politique étrangère, a écrit un livre qui fait fureur depuis 2015, qui s'appelle « Destiné à la guerre ». Est-ce que les États-Unis et la Chine peuvent éviter ce qu'il appelle le piège de Thucydide? Alors Thucydide, c'était un général grec qui a participé à la guerre Péloponnèse, 500 ans avant, enfin pas 500, 400 ans avant Jésus-Christ, et qui a écrit à l'époque, il est considéré comme le père de l'histoire, qui a écrit sur l'histoire. Et Graham Allison, alors il parlait du piège de Thucydide dans le sens qu'il y a eu une guerre entre deux villes très connues de la Grèce, qui était Athènes, qui était la puissance montante, et la Sparte, qui était la puissance militaire, la puissance dominante, la puissance établie. Et on a appelé ça le piège de Thucydide parce que c'est deux nations qui se sont vues comme rivales, c'est-à-dire qui faisaient partie de la Grèce, mais étaient deux villes à l'époque, deux villes puissantes. Et il y a eu la guerre péloponnèse à cause de la menace que posait la puissance montante, qui était Athènes, par rapport à la puissance établie. Et depuis là, on a identifié dans les 500 dernières années 16 situations similaires dans le monde. Et des 16 situations similaires, 12 se sont traduites par des guerres. Et quand on regarde l'une des plus connues, l'une des plus connues de ces crises-là, qui s'appelle les pièges de Thucydide, il y a celle qui a provoqué la Première Guerre mondiale, où après l'unification de l'Allemagne en 1871, l'Allemagne a connu un bond extraordinaire au point de vue économique et au point de vue de tous les indicateurs. Et a été considérée par l'Angleterre, qui était la puissance du siècle dernier, enfin du siècle avant le siècle dernier, le 19e siècle, la puissance industrielle qui s'est vue constamment, d'après elle, menacée par la croissance de l'Allemagne.
Et c'est ce qui a provoqué en réalité la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on regarde les caractéristiques de cette crise-là, on retrouve des caractéristiques très communes à ce qui se passe. Naturellement, on peut se demander, est-ce que les États-Unis et la Chine qui est, je vais vous donner un exemple très simple que vous connaissez certainement déjà, et que c'est la Chine, mesurée en parité de pouvoir d'achat, qui est la mesure la plus classique en matière de PIB, pour comparer les pays, la Chine, en 2004, représentait le 5e de l'économie américaine, 20%. En 2014, 10 ans après, la Chine a dépassé les États-Unis et est devenue la première économie au monde en matière de PIB mesurée par la parité de pouvoir d'achat. Et il est prévu qu'au rythme actuel, en considérant les données qu'on connaît aujourd'hui, en 2024, la Chine deviendra 50% plus grosse que les États-Unis d'Amérique. Et quand on regarde les avancées de la Chine en matière d'éducation, en matière de technologie, et un des exemples qui est donné par Graham Allison, c'est une chose extraordinaire. Il comparait le pont qui relie Kennedy School, que tu connais bien, que c'est Kennedy School à la Harvard Business School, qui s'appelle le pont Anderson, qui a été modernisé, qu'on a mis en chantier de modernisation en 2012. Et ce pont-là, jusqu'à présent, n'est pas terminé. Il s'est terminé 5 ans après. Donc, et il a coûté 3 fois plus cher que prévu. Il y a un pont qui s'appelle le pont Sunyan en Chine, qui est 3 fois plus gros que ce pont-là, qui a pris 43 heures pour être construit. 43 Pas 43 jours, 43 heures. Les Chinois construisent rapidement, bien meilleur marché, tous les produits. Donc la Chine est en train aujourd'hui d'être considérée comme les États-Unis comme une menace. Et cette même situation existait entre l'Allemagne et l'Angleterre et a abouti à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Graham Allison a fait des exposés et a dit comment une guerre pareille éclaterait. Bon, certainement, avec l'arme nucléaire, on se dit que bon, il n'y aura pas de guerre entre la Chine. Mais une guerre n'a pas besoin d'être une guerre traditionnelle avec des fusils, avec des tanks. Ça peut être une guerre cybernétique. Et une guerre cybernétique risque de faire plus de dommages. D'ailleurs, vous avez vu la frousse qu'on a eue au passage en l'an 2000, simplement parce qu'on ne savait pas si les ordinateurs reconnaîtraient les dates. Une guerre cybernétique pourrait provoquer des désordres énormes, mais il y a deux types de guerres. Aujourd'hui, la Chine finance les États-Unis d'Amérique. Donc le seul fait d'avoir la monnaie américaine qui subirait les coups, les contre-coups de l'économie, et que la monnaie ne serait plus une monnaie de réserve, ça pourrait multiplier, ça pourrait augmenter considérablement les taux d'intérêt que les États-Unis paieraient sur leurs dettes. Ceci provoquerait un choc tectonique parce que vous auriez maintenant les États-Unis à augmenter leur charge d'intérêt sur leur budget, ce qui pourrait représenter facilement une récession aux États-Unis de façon chronique. Donc, voilà moi ce qui m'inquiète. Et l'inquiétude que j'ai est marquée par une autre traîne qui a été le traîne de l'année. C'est la deuxième année consécutive où on parle de l'année de toutes les contestations. L'année dernière, on parlait de la contestation en France, les Gilets jaunes, on parlait de la contestation en Grande-Bretagne avec le Brexit, on parlait de la contestation aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les contestations se multiplient. Ce sont des contestations contre l'ordre établi. On prend le cas d'un grand pays d'Amérique latine qui est le Chili, qui a eu des désordres violents à cause d'une augmentation du ticket de métro. On parle du Liban, on parle de la Bolivie, dont le président a dû s'enfuir. On parle de enfin j'ai parlé du Liban déjà, on parle de l'Égypte. Hong Kong, qui devient une crise extraordinaire. Donc, c'est un monde où l'ordre établi est remis en question. Et maintenant, j'arrive à un troisième train qui m'inquiète énormément et qui fait l'objet de lecture que j'ai faite, le train démographique. Aujourd'hui, la grande majorité des pays du monde font face non pas à une démographie galopante, mais à un ralentissement de la croissance. Prenons le cas de l'Espagne qui a 1,3 enfants par femme. C'est-à-dire que le taux de natalité de remplacement qui permettrait à la population de rester est de 2,1 enfants par femme. 2,1. Aujourd'hui, il n'y a que les États-Unis et le Canada qui sont en train de croître. C'est-à-dire que la plupart des pays, même dans les pays, même la Chine elle-même, on calcule que d'ici 30 ans, la Chine aura 500 millions d'habitants en moins. Parce que, et ceci peut provoquer des désordres énormes au niveau fiscal. Au niveau même en Chine, c'est extraordinaire parce que c'est venu de la politique qui a été suivie par Mao Tse-tung, le One Child Policy, d'avoir un seul enfant par femme. Les gens ont préféré avoir des hommes que des femmes. Il y a eu même des crimes qui ont été posés. Et aujourd'hui, le train dans l'économie chinoise, c'est qu'il va y avoir une rareté de femmes.
Et ceci a des impacts énormes sur la société. Donc, c'est un trend qui m'inquiète aussi parce que la Chine elle-même pourrait avoir ralenti à cause de ça, le PIB global. Donc, c'est un monde qui aujourd'hui est en bouleversement et qui, de plus en plus, est le lieu de conflit, de remise en question et de remise en question particulièrement de l'ordre établi. Donc voilà un tableau sombre que vous avez décrit, en effet. Et vraiment, le monde a été un monde très volatile, très violent même parfois. Et sans oublier les inégalités sociales dont on parle considérablement aujourd'hui. La croissance qui n'est pas au rendez-vous, les inégalités, et Haïti, on connaît bien, on va arriver certainement au cas ici. Et les États-Unis. Et les États-Unis également. Et dirigé par quelqu'un qui n'est pas vraiment fonctionne de manière normale. C'est avec les tweets qu'il dirige. Donc tout ceci, tout ceci pour dire que est-ce que le leadership nécessaire pour faire face à ces vents violents, à ces marées hautes, est-ce que le leadership mondial répond à ces grands défis? Certainement pas aux États-Unis. Je l'avance, bien que la plupart des gens te diront que M. Trump va être élu. Écoutez, le paradoxe, c'est que Donald Trump est un produit des inégalités aux États-Unis, puisque c'est un milliardaire lui-même. Mais rappelons-nous que les États-Unis, au cours des 30 dernières années, sont passés d'un des pays égalitaires, disons, même s'ils n'avaient pas le même degré d'égalité que l'Europe, mais ils avaient le coefficient Gini qui mesure de 0 à 1. Les pays très égaux, plus proches que 0,24, etc., et puis les pays inégaux. Les États-Unis, aujourd'hui, ont un degré d'inégalité plus élevé que la République dominicaine, par exemple. Plus élevé que la plupart des pays de l'Amérique latine. Aujourd'hui, 1%, 10% de la population, le 10% supérieur de la population américaine a 50% des richesses. Mais dans ces 10%, les 1% plus riches des États-Unis ont 40% des richesses américaines. Et quand on prend les dixièmes de 1%, c'est 20% de l'économie américaine. Donc, c'est un pays extrêmement inégal, dont les inégalités se poursuivent, et avec un gouvernement qui a été populiste à cause de ça, et à cause d'un challenge au niveau de sa clientèle blanche, mais qui, paradoxalement, est toujours populaire auprès de sa base, mais qui n'a rien fait pour corriger les inégalités. Au contraire, son programme phare, qui a été de faire baisser les taxes, a enrichi en fait les entreprises les plus riches des États-Unis. Hein? Et c'est cet enrichissement des entreprises, et il faut faire, c'est encore une autre inquiétude que j'ai, c'est l'enrichissement des entreprises qui, en faisant monter le stock market de 29% cette année, qui, compte tenu de la possession de plus de la moitié de la population américaine, possède des stocks, qui a créé un effet de richesse qui fait que la consommation soutient la croissance. Autrement dit, aujourd'hui, c'est une croissance qui coexiste avec une récession dans la production. Elle a dit, dans la plupart de ces pays-là, pas seulement aux États-Unis, il y a une récession industrielle. Donc, c'est à travers l'emprunt et la consommation qu'on alimente la croissance. Et cet emprunt-là n'est pas soutenable sur le long terme. Et il se fait parce qu'il y a un effet de richesse qui a été créé, qui rend l'économie plus inégale, mais qui, paradoxalement, bénéficie à un certain nombre de gens à travers leur possession de stock, qui crée la croissance américaine. Les deux premières guerres mondiales, les deux grands chocs ont été réalisés sur le terrain européen. Maintenant, vous venez de faire une analyse qui pourrait voir l'Asie versus l'Amérique, si on devait poursuivre votre réflexion. L'Europe n'est pas mieux lotie. L'Europe a une situation assez difficile. Le Brexit. L'Europe a trois problèmes fondamentaux que je voudrais citer pour vous dire l'inquiétude au niveau de l'Europe. Premièrement, l'Europe a un problème, bien sûr, avec le Brexit, et qui est un symptôme grave, parce que quand même, la Grande-Bretagne, c'est une nation phare, et qui aujourd'hui, avec la dernière élection qu'il y a eu début décembre, enfin, il y a quelques semaines, qui a eu M. Boris Johnson, qui est Boris Johnson, on est certain, particulier également. On est certain maintenant que l'Europe va sortir, que la Grande-Bretagne va sortir de l'Europe. La question, c'est comment ça va se passer. Et vraisemblablement, il y aura un an de battement où il y aura une transition. Mais l'Europe a énormément à perdre, et l'Europe a énormément à perdre de problèmes d'échange et de friction entre la Grande-Bretagne et l'Europe, parce que l'Europe constitue un très gros marché. C'est vrai que les États-Unis, qui constituent le plus gros marché d'exportation de la Grande-Bretagne,
la Grande-Bretagne espère signer un accord avec les États-Unis. Donc ça va permettre de tamiser le problème. Mais donc l'Europe a le problème du Brexit qui pourrait entraîner. Maintenant, l'Europe a le problème de l'euro. Question. Moi, j'étais à ce micro il y a 21 ans, pour la première fois, et où j'ai mentionné que l'euro allait être un problème à cause du manque d'homogénéité des nations de l'Europe. Aujourd'hui, il y a un livre qui a été publié par John Stiglitz, qui est un livre extraordinaire, qui parle de l'euro et que l'euro menace l'Europe. Et que la performance de l'Europe a été sous-optimale à cause des contraintes de compétitivité générées par l'euro. Le troisième problème de l'Europe est un problème démographique. Parce que l'Europe, plus que les États-Unis, plus que n'importe qui, est une société vieillissante, dont la force de travail qui génère les ressources est en train de s'amenuiser par rapport à la population totale. Donc de plus en plus, vous générez des vieux qui vont faire pression sur les dépenses, puisque les vieux sont malades. On parle des retraites, comme c'est le cas actuellement en France. Il y a les retraites. Donc les vieux désépargnent et sont obligés d'utiliser une partie de l'épargne générée par la force de travail. Or, cette force de travail s'amenuise à cause de la démographie qui est faible. Des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne ont un taux de natalité entre 1,5 à 1,6 enfants par femme. Ce qui représente beaucoup moins que le taux de remplacement, qui est de 2,1. Paradoxalement, la solution à ces problèmes-là, c'est l'immigration. Mais l'immigration crée énormément de friction politique. Et aujourd'hui, les États-Unis ne sont mieux lotis que l'Europe en matière démographique que grâce à l'immigration que combat Donald Trump. Donc on retourne à Donald Trump. Et maintenant, je vais vous dire une chose qui m'inquiète aussi, c'est que l'une des choses citée par Graham Allison comme étant un des facteurs à risque en matière de conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est la situation de la Corée du Nord. Or, la Corée du Nord, aujourd'hui, c'est une des étincelles qui attend d'être allumée. D'ailleurs, Donald Trump, mardi dernier, a fait une déclaration disant que M. Kim Jong-un allait lui donner un cadeau, que lui, il s'attend à ce que ce soit un cadeau, je ne sais pas moi, une voiture, quelque chose comme ça. Mais le cadeau dont parle Kim Jong-un, c'est certainement une reprise de l'ascension nucléaire. Or, si la Corée du Nord n'a pas encore trouvé l'arme balistique intercontinentale, pour frapper les États-Unis, mais la Corée peut frapper en l'espace de quelques heures, créer des millions de personnes, atteindre des millions de personnes en Corée du Sud ou au Japon. Des partenaires américains. Des partenaires américains. Donc il y a ce côté. Donc Donald Trump, la réélection de Donald Trump, pour moi, et j'espère pour les États-Unis que ça n'arrivera pas. Vous voyez quelque chose. Maintenant, de l'euro à l'éco. Vous avez pendant 21 ans fait, en 1999, même position que Stiglitz. Voilà que les Africains veulent entrer dans cette ligne d'avoir une monnaie commune et de rallier cette monnaie à l'euro. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une... C'est déjà le cas. La différence entre l'éco et le CFA. D'abord, le CFA s'appelait le franc CFA, le franc lié aux colonies. Le terme C, c'est pour colonies. Maintenant, ils ont changé ça. Mais c'est le CFA. Le CFA, la différence, c'est que le CFA est contrôlé par la France et par l'Europe maintenant. Mais c'est déjà, il y a 14 pays d'Afrique, donc c'est une partie substantielle de l'Afrique de l'Ouest, qui ont une monnaie unique déjà. La monnaie unique, pour moi, est plus logique, serait plus logique pour l'Afrique peut-être que pour l'Europe, parce qu'il y a moins d'hétérogénéité. Il y a moins d'homogénéité en Europe. C'est-à-dire l'Europe est plus hétérogène en matière culturelle, en matière de langue, ici, que l'Afrique. Ceci étant dit, l'Afrique a un tas de dialectes, un tas de langues. Et l'Afrique est quand même un continent en développement. Donc avoir une monnaie unique, c'est pas une bonne idée quand on est en développement, parce qu'on a besoin d'avoir cette arme-là pour changer les donnes en matière de compétitivité. Je pense que l'éco répond beaucoup plus à une fibre émotionnelle qu'à une fibre rationnelle. Je ne sais pas si... il y a des avantages pour les touristes d'avoir la même monnaie, c'est vrai déjà le CFA, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée quand on veut se développer avec des nations qui ont des produits qui sont non différenciés. Voilà, on a fait un petit peu le tour du monde, comme ça se fait chaque année. Ensuite, on va nous retrouver pour la deuxième partie pour parler d'Haïti.
Vous suivez bien le magazine économique, c'est les grands rendez-vous annuels. Chaque année, en début de l'année 2020, nous avons ce rendez-vous régulier. Donc, après le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de l'économie et des finances, et nous avons l'économiste et Pierre-Marie Boisson qui répond à l'invitation pour le secteur des affaires. Peggy, économie haïtienne. Économie haïtienne. Bon, c'est une économie, sans surprise, pas vrai, en récession. Bon, nous avions prévu ça en début d'année. C'était clair qu'avec le choc depuis le 6, 7, 8 juillet, c'était clair qu'on allait avoir un choc au niveau du tourisme. Le tourisme représente à peu près 3% en valeur ajoutée de l'économie. Donc, ces 3%, évidemment, quand on a un choc pratiquement de moitié. Hein, si on regarde la balance des paiements, je viens de recevoir les derniers chiffres de la balance des paiements sur l'année, on a à peu près 45% en moins de revenus de services. Les revenus de services sont liés au tourisme. Essentiellement, ce sont les revenus en dollars générés par le tourisme. Donc, c'est une indication, bien que le tourisme, il y a un tourisme local aussi. Donc, on a un choc, plus de 1% sont liés au tourisme seulement. Maintenant, certainement que qui dit tourisme dit agriculture, il y a une certaine retombée sur l'agriculture, et il y a aussi une retombée sur l'économie en général. Okay? Puisque les dollars générés par le tourisme permettent aussi d'alimenter le secteur importation qui lui-même aussi crée des emplois. Maintenant, l'économie va au-delà de ce qu'on appelle le PIB. Et c'est là que moi je voudrais dire que le choc a été multiple. Quand on regarde la balance des paiements haïtienne, on se rend compte que beaucoup des postes de la balance des paiements indiquent aussi un ralentissement des flux externes. C'est-à-dire que je n'ai pas encore calculé exactement ce que ça représente, mais sur les 3 premiers trimestres, il y a 300 millions de dollars en moins qui sont rentrés dans l'économie haïtienne que l'année dernière. 300 millions sur un total d'environ 4 milliards 1. Donc quand même, c'est énorme parce que ces 300 millions-là représentent aussi 300 millions en moins dans les importations. Maintenant, les importations, paradoxalement, les importations de biens en Haïti ont plutôt, je dirais, stagné. Il y a une stagnation. En fait, quand on prend le total de l'année, on se rend compte qu'il y a peut-être même une petite baisse. Mais disons que c'est plus que la stagnation qui était visible jusqu'à août. Maintenant, la chose qui interroge quand on regarde ces chiffres-là, c'est que même le tourisme haïtien à l'étranger, qui sont mesurés par ce qu'on appelle les importations de services, a baissé de 12%. Donc, même les Haïtiens qui font du tourisme à l'étranger, et on dit toujours que le tourisme à l'étranger fleurit parce qu'il y a tellement moins d'alternatives, de plus en plus, avec l'insécurité, avec les routes qui sont incertaines et tout, les gens vont faire du tourisme en République dominicaine ou à Miami. Mais même ceci a ralenti, et c'est un reflet du ralentissement de l'économie haïtienne. Et cette économie a été contrainte aussi par le fait qu'à cause des pressions monétaires que subissait l'État, enfin qui étaient dues au déficit de l'État, à partir, je dirais, du début de l'année calendaire, la Banque centrale s'est mise à prendre des mesures très, très restrictives. L'augmentation des réserves obligatoires a entraîné que les gouttes n'étaient plus au rendez-vous. Donc, même s'il y avait une demande pour le crédit qui est faible à cause du ralentissement de l'économie, la Banque centrale a mis un frein à la capacité des banques de faire du crédit. Donc, sans surprise, le crédit a été très faible. Mais quand il y a moins de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de capacité même de maintenir les stocks des commerçants. Donc ceci a été une contrainte même à l'activité commerciale. Ensuite, il y a eu le problème d'insécurité qui a créé, comme tu sais, en plus des pays locs, qui créent des problèmes au niveau des villes. Mais même les transports interurbains ont été énormément handicapés par l'insécurité. Or, une économie fonctionne par échange. Donc, même si l'économie a des capacités, par exemple, il y a un secteur, il y a 2 secteurs qui représentent des secteurs positifs pour l'économie cette année. Il y a les exportations qui ont augmenté de près de 12% sur l'année. Exportation de biens, donc c'est quand même remarquable. C'est-à-dire que, particulièrement la sous-traitance textile, elle fonctionne bien. Et vous avez les transferts. Les transferts ont encore augmenté cette année, bien que nous n'augmentons pas aussi rapidement que l'année dernière, où on avait eu près de 20% d'augmentation des transferts nets. Cette année, on a eu près de 7%. Mais c'est quand même des dollars qui rentrent en Haïti qui alimentent près de 60% des familles haïtiennes. Donc, qui représentent un pouvoir d'achat. Ces transferts-là ont ralenti, mais même quand ils n'auraient pas ralenti, le fait des frictions créées dans l'économie par l'insécurité a créé que le rythme de l'activité économique a ralenti. Donc, les échanges ont fait que même ces transferts-là
n'ont pas pu connaître le même impact sur l'économie qu'ils auraient eu autrement. Donc, l'insécurité a été un phénomène en Haïti et tout ceci est lié à la crise politique. Donc, vraiment, ça a été une année marquée par les politiques, marquée par les contestations, bon, comme c'est le cas à travers le monde, et marquée par les effets de friction créés sur l'économie par cette situation. Malheureusement, nous n'avons pas les chiffres de l'IHSI pour les problèmes que l'on connaît et cette crise de cette institution. Moins 0,6% de la Banque centrale, moins 1,2% du Fonds monétaire international et le ministre a avancé moins 2%. Comment peut-on se retrouver à travers ces chiffres de contraction du PIB? Quand on n'a pas l'information, on est obligé d'être prudent dans ces critiques. Mais moi, je dis qu'en regardant simplement la taille du tourisme et la taille du retrait du tourisme pendant l'année, parce que c'est vraiment un retrait très important, on n'est pas étonné, on ne serait pas étonné d'avoir l'un ou l'autre de ces chiffres être vrai. Hein, puisque 2% de l'économie, si vous avez déjà un touriste qui représente 3% en poids de valeur ajoutée de l'industrie elle-même, qui baisse de 45%, bon, 1,5 ou 1,3% dû au tourisme seulement serait facile à accepter. En plus, ce tourisme a un impact interne, notamment sur la production alimentaire. Mais la production alimentaire elle-même, on a eu des années, on a eu plus de 3 millions d'Haïtiens qui sont aujourd'hui en situation précaire. Donc, la production agricole, probablement dans certaines régions particulièrement, a eu à souffrir. Et nous savons que c'est une année que quand une année souffre au niveau des échanges à cause de l'insécurité, l'un des principaux secteurs à être touché, c'est l'agriculture. Parce que vous avez une production agricole, notamment par exemple, je regardais que quelqu'un m'a envoyé des avocats de Campéré. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que ce sont des avocats fantastiques. Mais quand on pense à ce qui se passe sur la route du Sud, l'effet bénéfique de ces avocats sur des centres de consommation comme Port-au-Prince, qui représentent plus de 80% de l'économie, si vous avez des problèmes à Carrefour, la production agricole va se gaspiller. Donc alimenter le principal marché. Donc forcément, l'insécurité et le pays loc a eu un impact sur la capacité de commercialiser. Et si vous avez une capacité de commercialiser affaiblie, automatiquement la production est affaiblie. La chaîne de l'offre a été très affectée en fait. Et l'inflation, autour de 20%. Ouais, là encore, bon. Il faut dire que dans l'inflation de 20%, il y a une déconnexion cette année qui s'est faite entre l'inflation et la masse monétaire. Parce que la goude, à partir de, je dirais, du deuxième trimestre, les mesures de la Banque centrale ont raréfié les goudes. On produit un effet de baisse considérable de la croissance qu'on avait observée au cours du premier trimestre. Au cours du premier trimestre, on avait eu une croissance très importante de la masse de goudes en circulation qui a été freinée par à la fois la Banque centrale, et je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi à travers les dépenses publiques. Parce que l'État a enregistré, et le ministre des Finances était à ton micro, j'ai été même étonné de l'importance du chiffre, l'État a accumulé 23 milliards de gouttes aérées d'après le ministre des Finances. Ceci représente, au taux de fin d'année, ceci représente près de 250 millions de dollars américains. Je sais qu'une bonne partie de ces aérées sont dues au secteur de la construction, qui se plaint beaucoup de ne pas avoir été payé depuis 2 ans. Donc la construction a eu un choc. Les fonctionnaires publics, c'est le ministre des Finances qui le dit, on voit les contestations, ont eu un choc, et au niveau du pétrole. Donc, ces arriérés-là ont été une des raisons pour lesquelles on a une moindre demande de crédit, on a une moindre demande de commerce, et donc tout ceci serait auto-alimenté, voyez. Donc, c'est une économie qui a souffert de multiples effets de contraction cette année, et on espère que on puisse résorber nos différences et on arrive à retourner, comme je l'ai dit en début d'émission, à la sérénité. Vous voulez dire qu'en général, l'inflation alimentée par la masse monétaire, les crédits, l'effet d'éviction, c'est surtout l'inflation aurait dû être moindre que 20%. Mais il y a eu un effet d'inertie. Et alors, je dois vous dire que l'effet de l'insécurité et l'effet du pays loc a 2 effets contraires sur l'inflation. Premièrement, vous pouvez avoir un ralentissement de la masse monétaire, ce qu'on a observé. Naturellement, il y a eu l'incertitude qui s'est mise de la partie et vers le mois d'avril et mai, on a eu un dérapage du taux de change qui n'était pas monétaire. Et ce dérapage a gardé le taux de change à un niveau plus élevé qu'il aurait été en regardant seulement la monnaie. Mais paradoxalement, il y a aussi les chocs d'offres. Quand vous avez des situations où
le pays a des problèmes de circulation. C'était arrivé, par exemple, au départ de M. Aristide, alors avant même. Non, c'est ça. Au départ d'Aristide, après le départ d'Aristide, le pays a été coupé en deux. Gonaïves était coupé en deux au moment du départ d'Aristide. Donc ça a provoqué une inflation parce qu'il y avait une rareté de produits dans certaines régions du pays qui venait du fait que le Nord n'arrivait pas à communiquer avec l'Ouest. Donc ces situations-là peuvent créer des effets de rareté de produits agricoles qui viennent à se traduire par une augmentation des prix aussi. Donc il y a ces deux effets paradoxaux qui jouent. Mais je dois dire qu'une inflation à 20% est inquiétante. Ne serait-ce que parce que je reprends une des choses que le ministère a dit. Le ministère a dit que d'après lui, le taux de change va être en équilibre cette année. Allons dire qu'il aurait raison. Si le taux de change est en équilibre, mais qu'il continue lui à dire qu'on va avoir une inflation de 20%, donc si on continue à avoir une inflation de 20% et que le taux de change fait du surplace, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 20% d'augmentation du salaire minimum. Et donc toutes les industries, y compris l'État, qui doivent augmenter leur salaire, vont se retrouver dans une situation où il va falloir avoir ses gouttes pour payer ces salaires-là. Or, l'industrie de sous-traitance, par exemple, elle va avoir un effet ciseau, puisque leurs chiffres d'affaires ne vont pas suivre l'inflation. Donc, ça va être le même cas pour le tourisme, ça va être le même cas pour l'agriculture. On a noté qu'en mai, lors de l'accélération du taux de change du dollar par rapport à la goutte, la Banque centrale avait réagi en augmentant les taux directeurs. Oui. Et on craignait que ça provoque une situation extrêmement négative sur les firmes, le système financier. Ouais. Il a parlé d'arbitrage difficile, de choix difficiles. Comment gérer ce genre d'économie, choc politique, provoquant stop de supply chain, et pas un problème vraiment monétaire, mais on doit prendre des décisions monétaires. Dans les livres économiques, vous avez retrouvé ce genre de choses? Oui, tout à fait. Le choc, la politique monétaire restrictive est un instrument imparfait. Il est imparfait parce qu'il n'est pas nécessairement transmis à l'économie de façon uniforme. On a vu ça dans le sens inverse dernièrement. La plupart des banques n'ont pas encore rajusté leur taux en fonction de la baisse de la Banque centrale. Mais ça, c'est un premier. Donc, il y a un effet de transmission qui n'est pas aussi au rendez-vous. Mais le pire que ça provoque aussi, c'est que en provoquant un ralentissement de l'économie, ça provoque des désordres dont l'incapacité, enfin, les taux d'intérêt, quand ils augmentent, ils provoquent même des problèmes au niveau de l'État ici. Ils provoquent des problèmes au niveau des entreprises. Parce que tous ces gens-là participent au circuit économique. Et quand le circuit économique ralentit, il y a moins de recettes. Et quand il y a moins de recettes, il n'y a plus de déficit. Donc, c'est quelque chose de complexe. Maintenant, ce que moi je dirais par contre, à contrario, c'est qu'on exagère souvent l'impact que ceci va avoir sur la demande de crédit. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé en 2003. En 2003, vous avez eu 42% d'inflation. Les taux d'intérêt de la Banque centrale de Bombérage étaient à 28%. Le prime rate des banques était à 31%. Ça n'a pas empêché que le crédit continue à monter. Et paradoxalement, on faisait plus de crédit en gourde à l'époque que de crédit en dollars. Alors que le prime rate en dollars était à 12%. Et même l'impact que ça a sur les entreprises est très souvent exagéré parce qu'une entreprise bien gérée a un service de la dette en général, une entreprise commerciale, industrielle classique, de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires. Donc si vous augmentez les taux d'intérêt de 60%, disons, vous avez 3 points en plus sur le chiffre d'affaires. Mais si vous avez un taux de change qui augmente de 20%, le chiffre d'affaires doit augmenter de 20%, autrement il y a des problèmes. Donc on exagère souvent l'impact que ça va avoir sur les entreprises. Donc je ne crains pas nécessairement beaucoup ce thème. Je crains davantage l'impact de l'augmentation des réserves obligatoires que l'impact des taux d'intérêt. Pour une raison très simple. Quand vous permettez à une entreprise d'avoir du crédit face à une inflation galopante, elle a son crédit, elle peut s'ajuster. Mais si vous dites à l'entreprise, je ne vous donne pas de crédit du tout. Prenons le cas du supermarché. Le supermarché importe beaucoup de produits. Donc disons qu'il importe et le taux de change déprécie de 30%. Mais ce supermarché doit ajuster son fonds de roulement. Donc son fonds de commerce, sa valeur en gourde de ce qu'il a à l'intérieur du magasin, doit être ajusté de 30%, puisque c'est ce qu'il achète. Il achète les dollars. Mais si vous dites à cette personne, je ne peux pas augmenter votre crédit, vous l'obligez, lui, à créer de la rareté chez lui et à ne pas répondre aux besoins de la clientèle. Donc vous pouvez avoir une situation de ralentissement au niveau de la consommation, des raretés, etc., dû simplement au fait que vous ne donnez pas à la personne le crédit pour juste lui permettre
d'ajuster son chiffre d'affaires. Donc, parmi les mesures prises par la Banque centrale, je pense que les réserves obligatoires ont été plus pénalisantes pour le secteur privé, pour la capacité d'accès au crédit, que les taux d'intérêt. Maintenant, la Banque centrale, durant le même exercice, a dû changer sa politique pour diminuer. Quel impact que vous estimez que ça a eu? Même s'il y a un lag, mais quand même, mais est-ce que vous... Si les banques s'ajustent, et je pense que la concurrence va les faire s'ajuster. La banque pour laquelle je travaille, c'est d'ajuster tout de suite. Si les banques s'ajustent, évidemment, ça va soulager l'impact négatif qui avait eu lieu, parce que quand même, les bons BH sont passés de 12 à 22. Donc, automatiquement, les primes, les taux d'intérêt chargés à la clientèle ont augmenté. Donc, cette mesure de retrait de la Banque centrale, qui est liée aussi à une augmentation, comme l'a dit le gouverneur, des improductifs dans les banques, elle est salutaire, parce qu'elle corrige quelque chose qui était très élevé pour les entreprises. Et ceci étant dit, je ne m'attends pas à ce que et la hausse et la baisse, je vais expliquer pourquoi pour la hausse, aient des impacts très bénéfiques dans l'économie dans laquelle nous sommes. Parce que cette économie a d'autres types de chocs, comme par exemple, au niveau purement monétaire, l'augmentation des réserves, la raréfaction de la capacité des banques, la diminution de la capacité des banques à faire du crédit, l'effet d'éviction créé par le fait que l'État absorbe beaucoup plus d'argent à travers son déficit. Donc je crois que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'impact des taux à la hausse et à la baisse ne sera pas aussi important qu'on pense. Vous avez anticipé le taux de change. En fait, le ministre l'a dit à votre place qu'une stabilité, le même langage que la Banque centrale. Donc vous estimez qu'avoir un taux d'inflation du même niveau, ce serait difficile de... J'espère, et ce serait pour moi peut-être une petite critique au ministre des Finances, j'espère que si effectivement on maintient tout ce qu'il a dit, qu'il arrive à augmenter les recettes, puisqu'il a prévu 95 millions, je crois. 1 milliard. 95 milliards de gouttes de recettes. J'espère que ça va faire baisser 85 milliards. 85 milliards, ok. J'espère que ça va faire baisser l'inflation, puisque je crois que son budget est en équilibre. Bon, il y a certains éléments du budget que j'ai regardé rapidement, que je pense qui sont difficilement réalisables. Parce que comment avoir 8 milliards de bons BRH, alors que les banques n'ont pas de good? Parce que les bons BRH, pas les bons BRH, les bons du Trésor. Pour en acheter, il faut avoir les goods. Mais si la Banque centrale a pris les goods à travers l'augmentation des réserves, comment on va faire pour générer les 8 milliards? Ça, je n'ai pas encore très bien... C'est possible que ce soit à travers la Banque d'État, que la BNC, mais mes chiffres me donnent que je pense difficilement qu'on arrivera à arriver à ce chiffre. Donc, pour intégrer le public dans la discussion, vous voulez dire que le ministère des Finances est très optimiste en voulant rechercher 8 milliards de goods sur le marché financier pour combler et pour compenser. Je pense qu'il est très optimiste, donc je pense que ces 8 milliards-là, il n'arrivera pas à ça. Je pense qu'à regarder le système bancaire aujourd'hui, j'ai des difficultés à croire que ce chiffre va se réaliser, sauf si il y aurait création monétaire. Mais il dit qu'il n'y aura pas création monétaire du côté de l'État. Et je ne vois pas le crédit en good redémarrer, puisqu'il y a des réserves obligatoires très élevées encore. Donc si la Banque centrale ne baisse pas ces réserves-là, je ne vois pas comment les goods vont être générés. Ouais. Qui achète en général les bons du Trésor? En général, ce sont les banques d'État. Les banques d'État. Très peu de bons du Trésor, à ma connaissance, ont été achetés par les banques commerciales privées. Donc c'est un financement non Banque centrale, mais... C'est un financement de l'État à l'État. Mais à travers une banque, bien sûr. Donc au niveau comptable, ça permet d'avoir une façon de financer l'État, effectivement. Mais c'est à travers des agents qui finançaient déjà l'État, à travers la Banque centrale. Puisque les bons du Trésor ont été achetés en diminution des bons BRH. Or, les bons BRH, à travers le bilan de la Banque centrale, financent l'État déjà. Et ça va poser des problèmes au niveau de la dette et intérêt de la dette, puisque une banque commerciale... Quelque part, c'est la même chose. On s'y retrouve, puisque c'est le périmètre de l'État. Mais le périmètre non financier de l'État, qui est mesuré, va peut-être bénéficier des bons, de l'achat de bons par la BNC, mais le périmètre total qui lui crée la monnaie et qui va avoir des impacts macro ne va pas changer, puisque la BNC appartient à l'État. Vous suivez le magazine économique, le grand rendez-vous économique, c'est le 3e avec Pierre-Marie Boisson. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie. Vous
Vous suivez le magazine économique, le grand rendez-vous économique, c'est la 3e édition de cette année, donc c'est la 3e émission. On a toujours notre invité, c'est Pierre-Marie Boisson. Bon, nous regardons l'état, situation monde, nous regardons l'état pays, les perspectives. 0,2% de croissance prévue pour Haïti. Si nous regardons pendant 4 à 5 dernières années, on peut parler même de grande récession. On en a parlé après 2008. Dans les pays les plus avancés, c'est une grande récession, puisque nous avons même tombé dans le négatif. Ça prend le bon nous, Pierre-Marie Boisson, en moyenne, nous avons de 0,5 à 0,6% de croissance. Comment, comme économiste, la croissance qui parle là, inégalité, comment briser ce cercle? Premièrement, est-ce que 0,2% réaliste? Il faut regarder pour qui ça? L'autre dit réaliste, c'est le moins. Bon, est-ce que c'est le scénario le plus optimiste sur vous-même? Non, le Fonds monétaire, quand il avait fait son rapport, avait parlé d'une croissance de 0,9%. Vous songez bien. Oui. Il a dit, décroissance année ça, mais année prochaine 0,9%. En fait, il a oublié ça, 19, 20, 20, 21. Il était parlé de 0,9%, il était parlé de 1% qui est quand même considéré comme faible. Donc 0,2%, on t'y étonné, mais le ministre doit avoir des éléments que je n'ai pas. Mais ceci étant dit, ça dépend de choses précises. Okay? L'économie haïtienne, pour qu'une économie soit en croissance, il faut ce qu'on appelle des dépenses autonomes. Ça veut dire qu'il faut que les gens qui dépensent comme pour faire que plus bien à service qui circuler ou bien à service qui produit. Donc, on a parlé de première variable, la consommation. Non, mais écoute, dans l'équation du PIB, dans la somme des choses qui provoquent une augmentation de la valeur ajoutée. Parce que rappelons que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Pour une valeur ajoutée, il faut une production. Donc, mesure PIB, c'est la différence qui gagne entre input et output. Elle a des différences qui gagnent entre valeur soit produite, moins soit achetée. Qui ça crée des dépenses autonomes, ça? Ou des usual suspects, les suspects habituels, c'est qui ça? L'investissement. Qu'il soit public ou privé, l'homme décide que là, il faut un investissement, lui mettre en œuvre des ressources, l'acheter des bagailles. Mais investissement, c'est lorsque on prévoit par le gain de consommation. Ah, voilà. Parce qu'il faut une étude de marché pour dire, mon optimisme là, il investit. Premier phénomène qui crée croissance dans nos pays, c'est l'investissement. Deuxième phénomène qui crée croissance, c'est l'exportation. C'est-à-dire que nous avons acheté plus bien dans le monde. Par exemple, demain matin, au bon pays qui dit, ah mon cher, il y a un monde qui découvre un bel café en Haïti, un très bon café. Je me demande parce que je connais son producteur de café. Je fais une commande là pour tant de café. Soit on va le faire même, on va le faire café, on va mettre en œuvre une production de café. Donc ça parle de qu'on paye main d'œuvre, ça parle de qu'on achète des biens locaux. C'est ça. Donc on revient toujours à la production, l'offre satisfait le marché local, ou on surplus, ou pété dehors. Oui, donc, mais l'investissement bien à partir de tout ça. Pour un bien en particulier, c'est quand on bien destiné à l'exportation. C'est même pas un surplus. Parce qu'il y a une demande pour tes produits, et puis vous mettez en œuvre des ressources humaines et matérielles qui sont locales. Donc, les créer, on additionne à l'économie. Le tourisme, par exemple. Mais écoute, le tourisme a baissé de 45% en ça. 45% de ça relève les revenus de services baissés, d'après ce chiffre que me fait Kosovo là. Mais est-ce que le cas monté? Mais oui, le cas monté. Dès Cameroun est un succès extraordinaire, par exemple. Mais pourquoi ça ne pas 6 de Cameroun? Haïti, s'il voulait demain matin ranger un deal politique qui fait, la police fonctionnait mieux, et puis ou pas gagner insécurité, me garantis ou quoi une augmentation dans le tourisme. Mais sous augmentation dans le tourisme, les gens qui viennent dans l'hôtel de plage ou autre, c'est des gens qui mangent. Donc, il y a un choc positif sur l'agriculture. Donc, il faut des décisions conscientes de dépenses, soit en achetant des biens locaux pour l'exportation ou pour la consommation locale, on a pris le cas de l'agriculture, ou des décisions d'investissement publiques ou privées. C'est ce qu'on appelle des dépenses autonomes. Mais même pas c'est qu'Haïti, si Haïti vraiment, tu as un monde qui vient et qui dit, monsieur, on met dans les zones. On fait entente, on fait un gouvernement, ne serait-ce que le fait de calmer le jeu au niveau politique, mais pas seulement au niveau politique, entre les acteurs politiques. Mais il faut un appel au secteur privé
qu'ils soient étrangers ou d'investir. Et pour capable d'investir, il faut que vous calmez jouette là, il faut que vous rassurez les investisseurs. Et parce que l'investisseur peut investir, il peut demander des crédits. Donc, on parle d'une augmentation de la dépense par le crédit, parce que le crédit va créer la monnaie. Je ne sais pas quoi que nous avons un problème pour nous croître à 3 ou 4% et demain matin. Parce que ne serait-ce qu'en faisant croître le tourisme, en faisant croître davantage les exportations, en faisant croître les exportations textiles par exemple, en faisant croître les dépenses de l'agriculture, nous avons un pays par exemple qui a une capacité de produire par exemple de la pisciculture, des poissons, le plateau central par exemple. Donc l'économie peut croître beaucoup plus rapidement qu'elle ne croît maintenant. Mais ce soir dit là, variable investissement qui est fondamental là, une bonne variable non économique que tu as les institutions pour la bonne gouvernance, que tu as la justice, que tu as la sécurité, tout ce que ça ne va pas remplir, c'est difficile pour terrain en bon pour capable de match là. Parce que l'investisseur. Thème font râler ce soir dire. Premier bail pour faire nos pays comme Haïti, parce que le pays a une institution pauvre parce que le pauvre. Donc on ne peut pas changer peut-être la justice de matin. Mais si l'État fait appel à l'investisseur privé pour faire de l'infrastructure, le pays a rien qu'à cause de ça, il va le connaître, il va le bon boom. Parce que ma dis c'est très simple. Quand il y a de faire agro-industrie dans le pays, ou pas qu'à faire agro-industrie sous une capacité énergétique ou là. Sous un type ça n'a produit une énergie, agro-industrie sont losing proposal. Il pas vous comprenez ça me dit pas losing proposal, ça dit que il pas de chance pour le fait parce que l'électricité pas disponible ou à l'obligé de Delco qui est trop cher. Donc le coût sera trop élevé ou pas compétitif par rapport à l'autre pays. C'est ça l'État qui pour le fait des gens investir je dis en énergie. Créer la confiance. Premier pour le faire pour créer la confiance, c'est de gérer l'économie pour que les Haïtiens entre eux, y compris l'État, respectent les contrats. Le respect des contrats est la première condition d'investissement dans le pays. Même lorsqu'on a une sécurité dans le pays, oui. Mais si des gens qui pensent qu'ils ont investi dans le pays, pour si on a un conflit, gérer le conflit correctement, qu'ils n'ont pas couru derrière, qu'ils n'ont pas. Et même utiliser l'image là comme tu disais avec un reporter étranger, si l'on va entrer dans le CAE l'a ouvert, le pays est ouvert aux affaires, CAE l'a ouvert, salon belle. Mais on dit attention, si on entre dans un petit gun qui chite en bas canapé, ou pas monter. C'est même là un pays. Si le pays n'a pas accueilli, si le pays n'a pas déroulé tapis rouge pour investisseurs, pour qu'ils viennent investir, ou pas de investissement premièrement dans l'infrastructure, et notamment dans l'électricité, ou pas de gain croissance. Parce qu'on n'a pas les conditions réunies pour le monde capable de faire un soulier en Haïti. Mais là, je tourne encore à l'aspect de transparence. Je tourne à l'aspect que, où tu parlais de confiance, il faudra que je veux être là clair, tant du côté secteur public que secteur privé, et nous de la population également. Que nous connaissons tout deal qu'a fait. Parce que la crise que nous vivons là, il faut qu'on manque de confiance partout. Et il faut. Mabdiou, c'est on va un double tranchant. Le conflit, où est la société qui vit là, et ce n'est pas vrai sur en Haïti, c'est vrai partout. Où est les réseaux sociaux, il y a un problème là-dedans. C'est sûr. Parce qu'on dit que non seulement un système judiciaire faible, mais on dit que tout le monde qui n'a pas accusé, il est condamné avant qu'il accusé, avant qu'il aille dans le procès. Les réseaux sociaux condamnés, ils disent un tel coupable. Un problème haïtien, un problème international. Un problème international. On va l'obliger ou le river ça. Il faut que l'État calme les jouets de ça. Il faut que l'État établisse un principe que même leurs pensons au monde coupable. Tant que l'arrivée, tant que le système judiciaire fait, même s'il fait le mal, mais tant que ils jugé, on va condamner les gens. Oui, mais en tant que système moins faible, il devient plus difficile encore. Nous comprenons que le devient plus difficile. Et il faut que les gens se sentent capables, même le coupable, même le condamné, que qu'à défendre tranquillement devant un tribunal. Avant qu'on condamne, avant qu'on juge. Et c'est ça la société que vous faites comme effort. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Deuxième bail pour nous connaître, c'est qu'il y a des infrastructures qui sont plus importantes que d'autres. Un bon exemple. Haïti, son pays, travaille 8 heures de temps par jour et même. Imaginons qu'on a une entreprise qui travaille dans le secteur comme le parc industriel et que le pays a autant de lumière
et autant de sécurité que la plupart des pays qui ont fait concurrence avec là. Mais même actif qu'on gagne, même millions de dollars qu'on investit, même 2 millions de dollars qu'on investit, l'État gagne 3 fois plus de monde qui travaille là-dedans parce que journée a 24 heures. Moi-même, j'ai financé le travail pour AFC dans les années 80. J'ai financé une entreprise textile en Côte d'Ivoire. Mais l'entreprise textile en Côte d'Ivoire, il y a 4 chiffres. La travaille 4 équipes qui a produit textile dans l'entreprise. Donc, même entreprise avec même lieu de travail là, il y a 4 fois plus de monde qui travaille là-dedans. Or, moi, je vais te prétendre la chose suivante. Le premier impératif social du gouvernement dans un pays comme Haïti, c'est la création d'emplois. Au-delà de tout impératif qu'on connaît, bail sécurité, bail ceci, bail cela, premier bail pour les privilégiés en Haïti, il faut que générer revenu. Parce que le générer revenu, après, il y a moins de délinquance. Il y a moins d'occasion de plaindre. Même si on plaint quand même, oui, parce que les Français plaignent. Donc on a plaint tout. Mais il faut privilégier la création d'emplois. Pour privilégier la création d'emplois, il y a des infrastructures clés et il y a des services publics clés. Une infrastructure clé, c'est l'énergie électrique. Une service public clé, c'est la justice et la police. Avant de fermer espace parce que nous allons finir avec l'autre partie, est-ce que du côté du secteur privé, problème de confiance, on va parler là, est-ce qu'il y a un travail qui peut faire tout de transparence, que les contrats signés, on fait public là qu'on est allié, qu'on presse économique qui a développé qu'on y a là, parce que confiance là, nous connaissons que le faible. Parfaitement raison et parfaitement raison. Maintenant, il y a peut-être eu dans ceci un certain marronnage. Nous sommes des marrons. Mon cher, ma bonne petite blague qui était bonne là, il dit mon cher, mon oncle, je suis me prêter comme. Et puis, quand le monsieur a caché, le monsieur a rentré sous table, il dit, monsieur, c'est qui problème? Monsieur dit, parce que, mon camarade qui doit là, si moi, monsieur n'a pas embarrassé. Donc, je cache pour monsieur. Ok, ça, son image m'a utilisé pour dire la chose suivante. Lors d'un secteur, par exemple, où on fait concurrence en série de monde, et puis, on connaît un problème, un cacachat. Ou pas le même cachet en bas table. Donc la société haïtienne vit dans une telle, ou bien dans un manque de transparence, ou bien dans un excès de transparence, où les réseaux sociaux condamnent, on veut condamner, etc., que finalement tout le monde a tendance à pas parler. Ils cachent, dit, mais même qui est honnête, si je parle, n'est qui malhonnête pour l'accuser de tous les maux de la terre, et puis les réseaux sociaux, il ne pas le faire. Donc il y a un signal à donner qui est complexe, qui est à la fois transparence, mais qui a aussi, monsieur, on ne pas condamner les gens avant de juger. Nous avons tendance là, quand nous remet condamner les gens. Et nous condamnons vite. Et ce signal doit être donné par la tête. Et parfois, on compte que les malheurs, ils vont l'autre monde en quelque sorte. Vous comptez les malheurs, ils vont l'autre monde. Et je pense que la société haïtienne là, gagne pile pour l'apprendre de crise ça. Et si nous apprenons ça pour nous apprendre, moi-même, je suis optimiste. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent faire en Haïti. Le cas monsieur, nous avons 150 km de plage. Nous avons la meilleure cuisine de toute l'Amérique latine pour moi-même. Nous avons un art qui est enragé. La musique haïtienne est connue jusqu'en Afrique. Nous n'avons pas qu'à nous vendre. Ne serait-ce qu'avec le secteur touristique, nous avons créé une valeur ajoutée en Haïti extraordinaire. Nous avons créé une croissance très importante et avec naturellement des retombées sur l'agriculture. Avant de retrouver optimiste, même pessimiste. Parce que je me rappelle que je vivais bien la période d'embargo. Je pense que moins 1,2, moins 2%, nous arrivons, nous ne pas qu'à descendre toujours. Pierre-Marie Boisson, on connaît très bien deux facteurs qui dérangent l'économie haïtienne. C'est en général les désastres naturels avec des désastres que nous faisons nous-mêmes. Et ça nous fait là, je vous dis. Là. Nous commençons cette décennie avec moins 5,5% de croissance tremblement de terre. Ça, c'était extraordinaire, c'était spécial. Voilà que nous pensons que nous ne pas qu'à descendre toujours, alors que ça qui t'a frappé plus pendant 40 dernières années, c'est l'embargo 90, 91, 94. Donc, il y a des possibilités. Si nous avons une entente politique, pour nous continuer à descendre toujours. Oui, c'est vrai. Paradoxalement, nous ne pouvons pas descendre trop fort, quand c'est le cas de Venezuela, qui a le plus grand indice de misère au monde. On a un indice de misère, c'est l'addition de l'inflation et du chômage. Bon. Qu'on a plongé tout là dans la... Le PIB vénézuélien a chuté de 30% en 3 ans.
et l'inflation est à 150%. Donc, nous battons. OK? Nous-mêmes, je pense que nous avons un risque inflationniste, c'est sûr, parce que nous avons tendance à alimenter l'inflation à travers la planche à billets créée par l'État. OK? Mais nous tellement bas que je ne peux pas attendre à ce que l'économie haïtienne décroître à rythme que nous avons au Venezuela décroître là. Parce que nous n'avons pas de côté pour aller encore. Nous avons baisser 1%, 2%. Mais l'économie haïtienne est essentiellement alimentée par les transferts de la diaspora qui n'ont même pas dépendent de ce qui passe en Haïti. Donc, bon an mal, 60% de la population haïtienne a besoin de transfert. Vous avez dit que le transfert ça a voué à un certain moment à disparaître. Pour le moment ça est loin. Parce que je pense que l'immigration, il va continuer. Donc, choc touristique, nous prenons, comme très souvent, c'est diaspora qui vient, donc quelqu'un n'a pas venu, il faut pour nous. Il y a fouillé pour nous parce que continue à fouiller pour nous. Année ça qui n'est pas bon du tout. Hein. Les transferts ont augmenté de 7%. Donc il y a eu un meilleur comportement. Malgré que le transfert Chili est pratiquement à l'arrêt. Oui. Mais sans compter que le transfert Chili, on ne va pas tourner, non, il continue de travailler en Chili. Donc on continue à voir le transfert. Oui. Le transfert n'a pas baissé. Il n'a pas augmenté, mais pas baissé. Bon, donc le transfert va continuer à alimenter partie service économique. Et je ne pas croire qu'il y a une grosse récession. Même parce que nous avons facilité pour nous reprendre. Malheureusement, que nous ne pouvons pas jamais joindre. Parce que, encore une fois, la première chose qu'il faut faire en Haïti, c'est de calmer les jouettes là au niveau politique. Pour premièrement, nous recommencer à gagner des capitaux externes à travers le public, mais surtout que nous orienter l'économie vers des dépenses autonomes d'investisseurs locaux et étrangers dans la création de richesses. Je pense que ça nous a fait. Et si nous faisons, nous avons une croissance d'au moins 4% par an. Mais cette stabilité politique, c'est le président supposé, n'a pas hypothèse là, il était jusqu'à fin mandat. Opposition, il était sous position radicale, ou prendre des chocs. Là, après, bon, même bagaille qui était en 91-94. Si on n'arrive pas à s'asseoir, au moins à dire que pour cette population, que ça n'a fait pour lui. Ça, c'est vrai. Et la perspective que si ça continue, nous ayons au moins une stagnation. Et pour moi, la stagnation, c'est une forme de décroissance parce que la population continue à croître. La population haïtienne augmente aujourd'hui de 10%, à peu près 1,3, 1,5%. Les chiffres diffèrent, mais c'est à peu près. Donc, un chiffre intéressant que l'UNICEF publié pour 1er janvier. Nous faisons, entre la République dominicaine et Haïti, nous faisons à peu près 200 petits bébés en plus que dominicains. Oui. 1er janvier. Et au Congo, on va qui favorise. Il y a 4 à 5%, nous décroîtons nous-mêmes année ça. Mais oui, c'est ça qui est grave. Parce que même si tu n'as pas. Et qui ça qui a fait croissance dominicaine? Il n'y a pas rien, non? C'est pas rien d'extraordinaire. Sans cet esprit là, savoir touristes là, investissement étranger, investissement privé. Il y a un pays que je cité comme exemple, l'île Maurice. L'île Maurice, en 1968, à l'indépendance, tu as $200 par tête. $200 par tête. Mais l'île Maurice, je dis, il y a plus de $9,000 par tête. Qui sont quoi l'île Maurice fait pour arriver là? Le textile à tourisme, oui. Première phase croissance l'île Maurice, c'est même pas avec nous, c'est textile à tourisme. Le tourisme, depuis les années 40, nous là-dedans. Textile, Duvalier, en 70, Taïwan de la Caraïbe. On parle de la Chine. La Chine continue à être un pays avec un PIB par tête relativement faible par rapport au reste du monde. C'est ça. $10,000 par tête qu'il y a. Parce qu'il y a la plus grosse économie au monde, mais il y a $10,000 par tête. Les États-Unis ont $65,000 par tête. Mais la Chine, en 1900, vous connaissez que Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fait Chine décollé, ok? Mais en 1990, la Chine, 90% des Chinois étaient sous le seuil de la pauvreté. Oui. Sous le seuil de la pauvreté. 90%. Je vous dis quoi un pourcentage ça y est? 2%. Qu'est-ce que la Chine fait? La Chine met des mots de travail. La Chine crée emploi. Ça a été. La Chine a sous-évalué son taux de change pour créer 10 millions d'emplois par année pendant 30 ans. Et la Chine a mis 800 millions de personnes de la classe pauvre à la classe moyenne. Mais bon, écoutez, si la Chine peut le faire, je ne vais pas dire que nous Chinois, non, mais ce n'est pas sorcier. La Chine a fait une partie de sa croissance dans l'exportation. Textile et autres, beaucoup plus sophistiqué. Donc, il y a à prendre une conscience à prendre de ce que nous avons potentiel pour nous croître beaucoup plus rapidement que nous croître. Naturellement, oui, nous parlons de décroître si il y a une crise politique là, mais non, on a peut-être décroître de 1 ou 2%, j'ai passé à ça. Et je ne pas croire que le problème là, c'est une crainte de la récession. Le problème est beaucoup plus
nous devons payer charger à potentiel pour nous reprendre croissance, mais nous n'avons goumé, tellement nous avons mauvais signal, nous avons condamné les gens. Pour finir, Pierre-Marie Boisson, géopolitiquement, situation année a mal commencé. Et nous pouvons gagner beaucoup de pannes à l'interne une résolution à la crise là. On n'a pas un gouvernement. Est-ce qu'on pays est capable de permettre le luxe de faire plus qu'un an sans un gouvernement formel? Ça va voir. Je pense que, bon, ma Premier ministre, le ministre des Finances a dit qu'on aura un gouvernement d'ici le 15. Donc, c'est pas loin, on va attendre. Est-ce que le pays est capable de faire un peu de temps sans gouvernement? Oui. Paradoxalement, il y a un pays qui fait l'actualité à travers le monde pendant l'année, c'était Israël. Hein, oui, beaucoup plus passé nous. Il fait un an sans gouvernement. Ouais. Hein, chaque fois qu'un gouvernement est obligé de faire élection. Non, chaque fois qu'il faut élection, il y a sous troisième élection que pas le faire un an là. Bon. Donc, allons être sérieux. Le problème d'Haïti, c'est que l'on a un gouvernement et on a une incertitude totale, donc on n'a pas d'investissement. Et on n'a pas d'investissement non plus, on n'a pas d'aide externe, on n'a pas rien. Donc, l'économie va continuer à faire du surplace. Oui, nous avons passé 2 ans qu'on a un gouvernement. Ou bien nous avons un gouvernement qui a été que, même sous Préval, il y a un gouvernement qui a fait 2 ans démissionnaire. Donc, ce n'est pas que nous n'avons pas gagné. Et ce n'est pas que le PATAC a fait un bon travail, non? Il a fait un bon travail, mais il n'a pas avancé. Maintenant, l'autre aspect, c'est que d'avoir un président qui gouverne par décret, bon, est-ce que le PAL prend les décisions qu'il faut, il va gagner frein. Moi, crois que malgré tout, il est capable de faire un bon travail. Et m'a souhaité qu'il fasse un bon travail. Parce que le bon travail va être mesuré par est-ce que les Haïtiens vont gagner plus, est-ce que l'économie va commencer à croître. Et pour l'économie commencer à croître et créer d'emplois, l'investissement. Voilà, c'était Pierre-Marie Boisson qui a participé avec nous dans le 3e grand rendez-vous économique là. Il faut qu'on finisse le 12 janvier. France Duval et l'invité surprise le 19 janvier. Ciao, à la semaine prochaine. Merci.